l'économie verte peut réduire la pauvreté dans les secteurs importants tels que l'agriculture, la foresterie, la pêche, l'énergie, l'eau douce. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Info Verte. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des activités environnementales vertes. Et avec cette thématique, nous avons reçu un expert, il est au milieu de nous. C'est un Français, il s'appelle Monsieur Alain Fournier. Bonjour Monsieur Alain Fournier. Bonjour, ravi d'être là. Ok, Monsieur Alain Fournier, vous êtes ingénieur, vous êtes français. Exact. Vous êtes ingénieur, un ancien chef d'entreprise. Vous êtes expert en développement durable. Si je peux expliquer, le développement durable consiste à faire en même temps de l'économie, de l'environnement et du sociétal. Sociétal étant bien entendu la partie sociale selon la traduction anglophone. Ok, vous êtes aussi vice-président, là c'est en France, vous êtes vice-président de l'Agence de développement de l'Afrique centrale. Exact. Et ici, en République démocratique du Congo, vous êtes coordonnateur des chambres des commerces, de l'industrie et des métiers. Et une autre présentation, vous êtes en train de mener des actions environnementales en France. Vous pouvez dire un mot par rapport à ça? Alors en France, j'ai deux grosses activités. La première vient de se terminer, c'est la quantification des déchets plastiques et de leur recyclage, pour mesurer quel tonnage et qui recycle les plastiques au niveau de la France. Et l'autre activité est une activité un petit peu spécifique, plutôt novatrice, dans la mesure où en France, tous les déchets à usage unique sont interdits. Donc c'était jusqu'alors en plastique dit fossile. Ça a été remplacé par des bioplastiques et les bioplastiques sont également interdits pour cette application. Et donc on est en train de développer des produits toujours les mêmes, jetables, des fourchettes, des cuillères, tout cela, destinés au même usage unique, mais complètement biodégradables, dont la biodégradabilité est quantifiée dans le temps. Question de curiosité, Monsieur Alain Fournier, est-ce que la France connaît aussi la même pollution en déchets plastiques que Kinshasa est en train de vivre? Non, pour une raison simple. C'est que chez nous, on ne jette pas et on récupère les déchets. Et vous développez ces projets dans le but de ne pas d'interdire à la population de peut-être suivre le modèle de Kinshasa, ou bien vous voulez juste développer ce projet? Si on parle de déchets plastiques au sens large du terme à Kinshasa, vous en trouvez plein les rues, plein les ruisseaux, vous en trouvez partout et ça bouge tout. Source d'inondation. Chez nous, le but de cette étude que j'ai faite est de quantifier pour augmenter le taux de recyclage. Okay. Parce qu'il y a encore des déchets qui sont brûlés chez nous. Donc on veut faire ce qu'on appelle de l'économie circulaire au maximum. Ok, Monsieur Fournier, aujourd'hui nous sommes en train de parler des activités environnementales vertes. J'aimerais d'abord, d'entrée des jeux, que vous puissiez nous définir un peu qu'est-ce que vous comprenez par économie verte. Aujourd'hui on écrit qu'économie verte, nouveau projet d'économie verte. Qu'est-ce que vous en dites sur ça? Alors, l'économie au sens large, tout le monde la connaît. L'économie verte est une spécificité de l'économie dans la mesure où on tient compte de ses effets et sur ses impacts, plutôt sur l'environnement notamment, sur les gens ensuite, et bien entendu la partie économique étant la rentabilité. Et je crois que le développement durable, en est la thématique numéro 1. Et vous aviez posé juste avant ce qu'était la responsabilité sociétale. Si vous prenez un exemple d'objectif d'une entreprise qui veut se lancer dans le développement durable, elle a son objectif qui est le développement durable. Pour l'atteindre, on utilise la responsabilité sociétale des entreprises. J'ai schématisé un arc et une flèche avec la cible. Avec les études que vous avez menées en France, évidemment, sur les déchets plastiques, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux Congolais? Qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce qu'on peut arriver à régler les problèmes d'assainissement des déchets à Kinshasa? Alors, les problèmes de déchets d'assainissement, enfin, les problèmes en général des déchets, le déchet a une vie d'un bout à l'autre de la chaîne. C'est-à-dire qu'on appelle ça la chaîne de valeur d'un déchet. Premièrement, il faut le produire sans déchets. Ensuite, il faut l'utiliser de manière à ne pas générer de déchets. Ensuite, il faut faire en sorte d'avoir une collecte propre.
après avoir un traitement adapté, rentable, de manière à ce que, in fine, on ne les retrouve plus dans la nature. J'ai essayé de faire court. Si on prend le cas plus spécifique des plastiques, parce qu'ici on utilise souvent la vision qu'on retrouve des déchets plastiques partout. À Kinshasa. D'abord, il faudrait un petit peu de discipline et éviter de jeter des bouteilles dans les... Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudrait partir d'un principe qu'il faut commencer par mettre propre et conserver propre. Les déchets plastiques, une partie est recyclable. Bon, j'ai vu beaucoup de petites industries qui tournent autour, sauf que les déchets plastiques ne sont pas mélangeables. Les bouteilles sont ce qu'on appelle en PET, les bouchons sont en PE. Ah bon, la nature même du plastique n'est pas forcément mélangeable, donc on ne fait pas n'importe quoi. C'est plutôt dans ce sens-là, il faut l'entendre. Vous n'allez pas dans le sens d'interdire les entreprises, les sociétés qui produisent des déchets plastiques. Vous ne partagez pas cet avis-là? Chez nous, ça existe. Simplement, les gens qui font des bouteilles à eau, comme chez vous, utilisent des bouteilles avec du recyclage. Ils n'utilisent pas du PET normal. Ici, vous utilisez un PET sous forme de petites pastilles. Chez nous, on utilise le PET recyclé. Danone fait 150 000 tonnes, utilise 150 000 tonnes pour les bouteilles. 150 000 tonnes sont recyclées. Sont composées de recyclés. C'est-à-dire que d'abord, on a récupéré les bouteilles, on a traité la matière première et on refait des bouteilles avec. On se dirige vers l'économie circulaire. On fait un déchet, on le recycle, on le réutilise. Aujourd'hui, on est en train de dire économie verte peut réduire le problème de pauvreté, la pauvreté persistante qu'on retrouve dans le monde entier, je ne dirais pas seulement en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler avec vous, nous sommes en train de développer les activités environnementales. Je ne sais pas, quel genre d'activité qui peut entrer dans ce sens-là de réduction de pauvreté? Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a plusieurs exemples. Mais on en a un très très fort, puisque c'est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps, qui à l'origine était de replanter des arbres pour protéger la forêt, parce que tout ça est lié à un impact. Là, vous entrez dans le projet de 1 milliard d'arbres. Oui, je ne l'ai pas cité. Vous êtes aussi expert dans vous appuyez aussi ce projet que porte complètement ce projet. Monsieur Junior. J'appuie ce projet pour 2 titres. La première, en termes climatiques, il faut absolument faire du captage de carbone. Et quand on fait du captage de carbone, on peut revendre sous forme de crédit carbone. Donc ça, c'est la partie économique. Ça, c'est le premier axe, c'est climatique. On protège la forêt. Le deuxième axe, c'est réduction de la pauvreté. Ce projet a été, je pense, mal compris dès le départ, dans la mesure où c'est un vrai projet social ou sociétal, dans la mesure où on plante des arbres, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi éviter de brûler la forêt. Il faut aussi éviter de couper les arbres dans la forêt. C'est-à-dire qu'il faut protéger, éviter ça. Pour éviter ça, on a développé un système. Ce système consiste par la vente de crédit carbone en protégeant la forêt. Il y a des quotas, il y a tout ça avec des règles qui nous permettent de le faire. On va relancer l'agriculture dans les zones rurales avec les communautés locales. Oui, tout à fait. Relancer l'agriculture, développer des nouvelles activités de proximité. Donc, par exemple, si les gens font du manioc, on peut très bien faire de la farine de proximité. Tout ça, ça rentre dans le projet 1 milliard d'arbres. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas juste se planter. On va même au-delà, puisqu'on va protéger, on va restaurer les terres avec des produits qui permettent d'avoir un gros quota carbone. Mais on ne peut pas le rentrer dans les crédits pour des raisons qui ne sont pas légales, on va dire ça comme ça. Mais avec ça, on va faire des maisons et on va faire des vêtements. Donc, si vous voulez, c'est un projet qui a une portée colossale, alors qu'à l'origine, ce projet a été imaginé comme de la plantation d'arbres. Certes, il faut en planter, mais je pense que la compréhension de ce problème par les communautés locales commence à être comprise parce qu'ils y voient leur intérêt directement. La personne qui va demain cultiver va avoir le débouché qui va avec, direct ou indirect, va donc augmenter son salaire, donc avoir une meilleure qualité de vie, et on va relancer effectivement dans ces zones des centres de santé, des choses comme ça. Donc on a un vrai développement durable
à partir de ça et protection climatique en même temps. Et on est en train de parler des activités environnementales. Je me dis comment faire aussi du business à partir d'un problème. Je vais citer une jeune personne que j'ai rencontrée il y a peu de temps. J'ai oublié son nom, mais elle s'appelle Merveille de son prénom. Ici à Kinshasa? Non, elle est à Matadi. Mais bon, après, Matadi. Moi, je ne suis pas allé à Matadi. Elle est venue à Kinshasa justement parce qu'on voulait parler de son activité. Okay. Hein, donc, je l'ai rencontrée et elle a eu un prix, je crois, le prix Amakutano ou quelque chose comme ça. Cette jeune personne a développé une activité de ce qu'on appelle charbon vert. Elle récupère les déchets, on va dire à caractère organique, à caractère agricole. Elle les transforme et elle en fait un makala. Donc moi, je dois retravailler avec elle justement pour essayer de Vous avez dit qu'elle est en train de récupérer des déchets et à partir de là, elle fait le charbon, ce qu'on appelle communément les makalas. Tout à fait. Tout à fait. Et elle en fait, aujourd'hui, je crois qu'elle tourne à une centaine de kilos par jour. Wow. Et on veut monter à 1 tonne par jour. Et son modèle économique est très intéressant parce qu'elle paie les gens qui vont chercher les déchets, elle le transforme avec ses coûts à elle, et elle le revend avec un bénéfice. Aujourd'hui, elle a commencé sans financement. Donc ça fait partie des choses dont on peut parler qui concernent l'entrepreneuriat en général. La majorité des gens que je rencontre dans ce pays disent on ne peut pas créer parce qu'on n'a pas d'argent. Ça c'est le leitmotiv. Mais comment arriver à créer quand on n'a pas d'argent? On peut avoir des projets. Il faut démarrer petit, il faut travailler beaucoup, trouver des solutions qui sont quelquefois dans la famille, dans des proches, pour démarrer un peu petit. Et quand vous avez démarré quelque chose, que vous avez prouvé la viabilité de votre modèle économique, l'argent on le trouve. Là on est en train de regarder pour elle comment en trouver. Et surtout avoir une vision globale. Parce que ce qu'elle fait à Matadi, on peut le faire à Kinshasa, on peut le faire n'importe où au Congo, voire dans d'autres pays. J'ai vu au Cameroun, ils ont le même problème. Donc là, je ne suis pas en train de lui dire qu'il faut qu'elle aille au Cameroun, mais on va regarder son modèle pour essayer de l'appliquer et de le développer ailleurs. Vous êtes aussi formateur, là, je n'ai pas mentionné dans votre présentation, vous avez formé pas mal de mamans, des entrepreneurs. Et je me dis, est-ce que vous pouvez aussi énumérer, par exemple, en tant que formateur, quel genre d'activité environnementale qui peut générer quand même des revenus, qui peut lutter contre le problème de changement climatique pour rester dans le cadre de l'économie verte? Alors, dans le cadre de l'économie verte, on avait formé 25 mamans qui étaient dans des activités complètement différentes. On les a formées en même temps. Bon, de moitié-moitié, hein, pas 25 en même temps. Et toutes avaient, dans leur business plan, on leur avait imposé une partie qu'on appelle RSE, vous l'avez évoqué, ça faisait partie de leur business. C'est-à-dire que dedans, on a cherché à savoir comment ils allaient développer leur responsabilité de leur entreprise, sociétale de leur entreprise. Et c'était dans leur projet. Et on l'a complètement intégré. Et elles ont compris l'intérêt de tout ça. Et beaucoup, on travaille encore. Bon, ça s'est pas déroulé exactement comme on le souhaitait, parce que le but était de leur prêter de l'argent, et puis bon, finalement... Pourquoi ça s'est pas déroulé comme vous le souhaitez? Parce que la Covid est arrivée, tout simplement. Okay. Voilà, c'était... Et on a eu beaucoup de difficultés, moi, à voyager, et puis même beaucoup de choses ont été stoppées à droite à gauche par rapport au modèle que nous étions convenus. Mais quand même, il y a eu un suivi. On va le relancer. Vous allez relancer. Vous pensez toujours retrouver les mêmes femmes ou bien vous aurez... Non, on va, après, bon, viendront... Mais, vous savez, le fait d'avoir fait leur business plan a donné à beaucoup d'entre elles, celles avec qui je suis encore un peu resté en contact, une vision différente de ce qu'elles devaient faire. Et elles se sont appliquées à suivre le modèle qu'elles avaient défini elles-mêmes. J'en connais 3 qui ont fort bien réussi. Une a eu des petits soucis. J'étais avec elle ces jours-ci. Maintenant, elle est repartie et ça marche très bien. Elle fait du thé, pour la citer. Du thé? Elle fait du thé vers une scellée là-bas. Okay. Donc, son activité est complètement repartie et elle veut se diversifier. C'est la raison pour laquelle elle est venue me voir. Activité environnementale, on voit aussi environnement vert. Alors, l'environnement vert, quand on fait l'analyse de ce pays, c'est un pays où il y a absolument toutes les bases pour réussir.
Vous avez quand même des gens qui sont allés à l'école, mais les mamans n'y étaient pas allées. Donc c'est pas un critère de fond. Enfin, elles n'avaient pas une instruction, on va dire, scolaire. Mais elles avaient une forte instruction pratique qui quelquefois peut être utile. Donc l'environnement vert, c'est effectivement, ça touche toutes les activités. Donc quand je dis toutes les activités, bien entendu, on parle au vert, on parle à la foresterie. Mais ça doit dépasser ce stade. Je viens de donner un exemple avec la jeune femme qui a développé du macala. On est pile poil dans l'environnement vert. Elle a fait de la protection de la forêt un business pour elle. Donc derrière, le business derrière, je le vois venir, mais je verrai ça avec elle. C'est typique d'une approche où vous avez un problème où il faut protéger les arbres. Comment on les protège? Nous, on a trouvé au niveau du projet, on va dire 1 milliard d'arbres, puisqu'on va le baptiser comme ça dans la mesure où le nom a été un petit peu modifié, mais pas le fond du projet. Vous avez changé le projet? Non, on n'a pas changé le projet, on a changé le nom. Le projet en lui-même. Juste modifier le projet. On n'a pas modifié le projet est strictement le même. Okay. C'est un projet environnemental, social et économique. Donc on est dans le développement durable. Et le projet vert doit toujours se situer dans ces 3 composantes. Donc et après, on est dans l'environnement vert? Alors quand on revient à l'environnement vert, c'est à partir des activités existantes. Comment on fait pour trouver des débouchés, on va dire entre guillemets, propres ou vertes? Vous avez évoqué les déchets. Si demain on élimine tous les déchets et qu'on en fait des débouchés pour faire autre chose, certains essaient de faire des maisons, certains font des pavés, d'autres font autre chose, on va trouver des débouchés qui sont verts. Ça veut dire que ces débouchés débouchent sur quelque chose qui ne pollue plus, pour essayer de cibler. Donc si on fait du poisson, eh bien comment on fait pour, en même temps qu'on va aller pêcher le poisson, pas moi, et donc pour pêcher le poisson, il faut y aller, il faut trouver des systèmes qui sont à peu près propres pour l'attraper. Après, il faut le conserver de manière saine. Et avec ce poisson, comment on fait pour protéger ce qu'on appelle l'écosystème? C'est-à-dire que si vous prenez plus de poissons qu'il ne peut se reproduire, vous allez affamer la population interne. Donc il y a tout un équilibre à trouver entre la nature et l'économie. Et si vous prenez un exemple de la nature, là où personne n'est jamais allé, vous vous apercevrez qu'il n'y a pas des monceaux de déchets. La nature, c'est autogéré. Et donc maintenant, l'homme doit faire la même chose pour essayer de se rapprocher de la définition que j'aime bien, c'est que la nature, elle va rester propre et l'homme est un cochon. Mais ça va de pair, non? L'homme doit s'adapter à la nature et pas adapter la nature à l'homme. Ok. En parlant de formation, j'ai comme l'impression que vous ne travaillez que sur les femmes. Et pourquoi? Je ne devrais pas dire ça parce que les hommes vont se vexer, mais on va dire la femme en général. Les jeunes sont un petit peu plus de ce côté-là maintenant. Pourquoi? Parce que... Les jeunes de deux sexes ou bien les jeunes femmes? Non, les jeunes femmes, les jeunes en général, hommes et femmes. Mais les femmes ont un avantage. Elles ont une famille à nourrir et elles sont conscientes de leurs responsabilités vis-à-vis de leur famille. Et les hommes? Un homme, souvent, je ne vais pas le critiquer, mais il préfère aller boire de la bière. Donc c'est caricatural ce que je dis, parce que tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais autant une femme a des responsabilités qui lui sont propres, elle a des enfants à gérer, elle a des enfants à élever. C'est une forme de responsabilité, surtout ici, qu'elle prend à cœur. Donc quand vous lui faites faire quelque chose, elle le fait en fonction de ses responsabilités. Un homme, il a souvent délégué une partie de ses responsabilités à la femme. Alors, ce que je suis en train de dire n'engage que moi. Parce que on ne peut pas faire une généralité, mais souvent c'est un constat. Aussi champion en masculinité positive. Si vous voulez. Si vous voulez. Et vous êtes arrivé aussi à évaluer les résultats par rapport aux formations que vous donnez aux femmes. Comment elles réagissent, est-ce qu'elles s'y adaptent, Je vais vous le dire, sur les 25 mamans que j'ai formées, 25 ont fait un business plan bancable. Bancable, ça veut dire que ce business plan peut être donné à un financier. Ce financier mais vous ne financez pas?
Non. Vous vous limitez juste à des connaissances? Non, là, en l'occurrence, sur les 25 moments, il était prévu un prêt. Je vous l'ai dit, à cause de la Covid, ça s'est arrêté. Oui, okay. Maintenant, on va essayer de reprendre quelque chose de similaire en faisant des prêts, et non pas des dons. Parce que quand vous donnez à quelqu'un, vous donnez une fois, après on vient vous redemander. Et l'usage doit aller là où il est destiné. Ça fait partie si on vous prête de l'argent, vous savez que vous devez le rendre. Je fais partie en France d'une organisation qui prête de l'argent, ce qu'on appelle en France des prêts d'honneur. On vous prête de l'argent sans intérêt et vous devez le rendre, sur votre honneur. Sur une échéance bien donnée. Bien sûr, après il y a des critères de remboursement. Mais même avec des critères de remboursement, vous vous retrouvez quand même à devoir l'argent et à devoir le rendre. Ici, s'il arrivait que vous n'ayez pas de quoi retourner à la banque, c'est le problème. Le problème en général vient du modèle économique qui a été défini. Notre rôle consiste à comprendre le modèle économique qui a été mis en place, le business plan que les gens proposent. Et en France, alors ici, on n'a pas encore fait cet exercice, en France, on essaie de comprendre les atouts et les faiblesses familiales. Un tout petit exemple parmi les mamans que j'ai formées. Une avait fait un gros démarrage, son business marchait très bien. Elle avait démarré ça avec son copain ou son mari, excusez-moi, je n'ai pas vérifié s'ils étaient mariés. Ils se sont séparés, elle est partie, elle a laissé le business, probablement... Mais vous vous y attelez toujours à travailler avec les femmes, avec ce que vous avez le cas ici, la femme quand le mari... ça fait partie de la vie. Le mari crie de son côté, là, donc ça dérange pas le projet? Si c'est la femme qui est porteuse, elle se sent responsable de son projet. C'est à partir... Vous avez, je crois, des critères ici d'autonomisation de la femme. Hein? Et donc, moi je pense que, contrairement au phénomène culturel ici, je pense qu'une femme doit être complètement autonome et ne doit pas dépendre d'un homme. Alors je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est ce que je pense et c'est ce que je défends avec tous les gens à qui je dis, parce que comment voulez-vous mener votre propre vie si vous dépendez de quelqu'un? Activité environnementale verte, vous avez évoqué le cas de Merveille. Vous avez évoqué le cas de déchets plastiques, des projets d'ailleurs que vous portez en France. Il y a encore un autre projet, parce que je sais que vous êtes en contact avec les mamans en tant que formateur. Vous pouvez avoir aussi un autre exemple à évoquer d'un projet aussi qu'une dame a développé, toujours dans l'économie verte. Alors dans l'économie verte, ici j'ai plusieurs projets. Un des projets que vous connaissez peut-être, c'est le manioc panifiable. C'est un vrai projet de société. Moi, j'ai ramené du manioc panifiable, enfin de la farine de manioc panifiable en France. Je l'ai donné à mon boulanger et il me fait du pain avec le manioc d'ici. Pour vous-même, bien? Oui, pour moi. Non, non, il n'allait pas le vendre, j'en ai ramené 2 kilos. Mais il l'a fait, je voulais tester. Et quand on regarde ce que j'ai mangé, ma famille a mangé le pain, je vis toujours. C'était bon? C'était très bon. La consistance du pain est différente. Mais il n'a pas travaillé la levure, il n'a rien travaillé, il a fait le pain comme il aurait fait l'autre, de la même façon. Donc le pain était un peu plus compact, mais il était bon. Donc je l'ai mangé. Je mange des beignets, je mange des tas de choses ici quand je viens, je mange des pâtes au manioc. Vous avez des atouts, plutôt que de faire venir et d'importer de la farine. Il y avait tout pour les faire ici. Pourquoi ne pas les faire? Et ça, on est dans l'économie verte, parce que vous ne faites... Si vous voulez, l'économie verte ne se résume pas à produire localement vert. Elle se résume sur la globalité de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Si vous importez, premièrement, vous détruisez la balance commerciale, vous utilisez des ressources financières, d'échange, hein, et en plus, comme ça vient par bateau, vous avez émis des gaz à effet de serre. Vous le faites ici, vous pouvez très bien faire des produits verts sans utiliser tout ça. Donc vous avez un double gain, même un triple gain. Je ne sais pas, c'est juste une question. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous avez dit qu'en partant de votre exemple, vous avez amené de la farine de manioc et on a fait pour vous la pâtisserie, le pain, vous avez goûté que c'était bon. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il a goûté la pâtisserie faite à base de farine de manioc ici et ça n'avait pas un meilleur goût par rapport à la farine de blé. Contrairement à vous, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais régulièrement le modèle n'est pas approprié. Je travaille avec une dame qui est professeure à l'Unikin
en biochimie, qui est une dame que j'admire parce que c'est un puits de science. C'est elle qui est à l'origine de la farine panifiable ici. Quand je vais là-bas, elle me fait des pâtes au manioc, elle me fait des beignets au manioc. Et c'est bon. C'est excellent. Et j'ai même pris de la bière au manioc. Wow. J'ai bu de la bière au manioc. J'ai goûté des biscuits protéinés à base de manioc et de chenilles. On m'a pas dit que c'était des chenilles parce que peut-être j'aurais hésité. Et j'ai un jeune qui a présenté une défense à partir de plantes dont j'ai oublié le nom de la plante pour faire des anti-inflammatoires. Il y a plus de contenu d'anti-inflammatoire dans cette plante que dans le dicyclo-machin-phénate que vous allez acheter ici. Donc ce sont des ce sont des vecteurs de développement et d'entrepreneuriat que les jeunes doivent aller. Ils peuvent démarrer. Elle va en vendre 3 kilos de ces biscuits. Et alors, dans 6 mois, elle en aura vendu 10, 20, 30. Mais il faut y aller. Il faut avoir l'envie d'entreprendre. Moi, je suis là pour les épauler. Pas financièrement, mais les guider. Je comprends. Vous êtes là pour les guider, pour les orienter. En parlant de formation que vous vous dispensez, parce que vous êtes formateur, vous avez un programme, un calendrier pour cette année ici à Kinshasa ou en République démocratique du Congo? Je vais vous répondre autrement. Je ne suis pas formateur. Je fais de la formation sur des modèles complètement différents de ce qu'on trouve, à part peut-être dans certaines universités. Je crois que le professeur que vous avez reçu, Daniel Moulenda, pratique la même théorie. C'est-à-dire que moi, j'y vais, je ne fais rien. Ce sont les gens qui travaillent, qui font leur business plan, si on parle de ça. Moi, je n'ai rien fait. Je suis allé les mains dans les poches. Les mamans ont travaillé, elles ont fait leur business plan, elles ont défini, elles ont fait d'un bout à l'autre, elles ont formalisé leur business plan. Je me suis juste... Mais sur base de vos orientations, non? Vous avez orienté les mamans, elles ont amené leur projet, vous avez apprécié. On ne marche pas comme ça. Et c'est comment? On marche pas comme ça. Elles viennent avec leur projet. On travaille d'abord sur leur projet. Mais elles travaillent. Moi, je ne leur dis pas comment il faut faire. Ok. Je viens et on discute, et c'est dans le cadre de discussion à moi et avec les autres qu'on définit un vrai modèle économique. Si vous voulez, quand vous faites un business plan, d'abord il faut avoir une vision. La vision, c'est la première chose à définir. C'est à elles de définir leur vision. Moi, je ne peux pas définir leur vision. Après, elles ont leur modèle économique à définir. Et après, elles doivent savoir comment elles vont le faire. Et on y va étape par étape. Elles l'écrivent, elles le formalisent. Et moi, j'ai corrigé les 25 mamans. Les 25, pas les mamans, pardon, excusez-moi, j'ai vers les 25 business plans qu'elles avaient réalisés, et j'ai remis un peu en forme le Word. La seule chose que j'ai été obligé de rajouter, c'était une journée de formation à la comptabilité sur Excel que moi je leur avais donné un tableur. Déjà vous formez, et même si vous évitez oui, mais si vous voulez, je ne peux pas utiliser la même technique. Parce que la comptabilité, c'est quelque chose qui est complètement normé. Tout le monde doit appliquer les mêmes règles. Alors que sur un business plan, vous appliquez vos propres règles. Et c'est ce qui fait, on va dire, la différence. Un comptabilité, vous savez que la première ligne, c'est le chiffre d'affaires, la deuxième ligne, c'est comme ça, comme ça, comme ça, que derrière, vous avez les amortissements. On est dans un truc purement comptable. Et donc là, il a fallu que je fasse un truc un petit peu contre ce que moi j'aime faire. À tous les Congolais. Et j'élargirai à tous les Africains. Vous avez tendance à copier ce que nous faisons en Europe. Ça, c'est à proscrire. Moi, je pars d'un principe que je défends. C'est l'Afrique aux Africains, pour les Africains, par les Africains. Et donc, l'entrepreneuriat doit être fait dans ce même contexte. Après, aller exporter, c'est facile. Mais ça, c'est vraiment les 3 mots sur lesquels j'insisterai. Alors, on peut remplacer africain par congolais. Hein, c'est le Congo pour les Congolais, par les Congolais et pour les Congolais. Il faut vraiment que ce soit un maître mot et pas aller penser qu'on est meilleur. On a évoqué les déchets, faites-le vous-même. Avec votre culture, avec votre méthode.
Alain Fournier, merci de répondre à notre invitation. Et à nos fidèles téléspectateurs, nous vous disons un grand merci et à la prochaine.